On ne peut rien faire sauf laisser le musée vide, parce qu'évidemment c'est comme ça qu'idéalement l'architecte le voit. Or il faut évidemment exposer, un musée c'est fait pour un patrimoine, un centre d'art c'est pour montrer la création notamment contemporaine, et je dois dire qu'on a une grande chance au Palais de Tokyo. On a un bâtiment, alors évidemment je vais dire une chose horrible, mais vous voyez c'est un bâtiment de 1937, évidemment c'est d'obédience fasciste, et bien bizarrement c'est parfait pour l'art contemporain, mais surtout parce qu'on a eu des architectes très intelligents qui n'ont pas eu de chance parce qu'ils avaient très peu de budget pour transformer le Palais de Tokyo, hein, qui est ouvert en 1937, qui a accueilli des collections du Musée d'art national. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est simplement de faire en sorte que le Palais de Tokyo puisse ouvrir et accueillir des expositions. Donc aucune architecture. Ça, c'était une grande chance. Je ferme la parenthèse. Je parlais de laboratoire. Alors évidemment, quand on dit laboratoire, on pense à des chercheurs repliés dans leur cave, qui font des expériences, en train de chercher la pierre philosophale. Au Palais de Tokyo, ce n'est pas ça. Le Palais de Tokyo, c'est un lieu de vie. Le Palais de Tokyo, c'est 300 000 visiteurs par année. Alors on se dit 300 000 visiteurs par année, c'est rien du tout. On vient de parler de millions de visiteurs à gauche et à droite, de millions de visiteurs qui chaque année visitent des sites incroyables. Le Palais de Tokyo, c'est que 300 000. Mais c'est quand même le centre d'art le plus visité d'Europe. Alors on se dit, est-ce que l'art contemporain, s'il y a si peu de visiteurs par rapport à la culture qu'on connaît, quelle est son importance? Déjà, une chose, l'art contemporain draine les décideurs, comme on appelle. Les décideurs, ce sont les gens des médias, de la mode, du cinéma, de la publicité, etc. Ça draine un public de 20 à 35 ans en majorité. Et le plus grand compliment qu'on m'ait fait par rapport au Palais de Tokyo, c'est quelqu'un qui me dit « Ah, le Palais de Tokyo, c'est génial parce que moi, je viens pour draguer, pour rencontrer mes copines, mes copains, etc. C'est un lieu de vie, c'est un lieu sexy, c'est un lieu où on a envie de faire des rencontres, on a envie de discuter, etc. » Et pour voir quoi, en plus? Pour voir des expositions qui ne brossent pas les gens dans le sens du poil. C'est-à-dire, et ça c'est très important, quelle est la différence entre la culture et l'art contemporain? Parce que je fais une grande différence. La culture, c'est très bien, il faut la défendre, évidemment, je ne sais pas, c'est pas l'endroit pour dire le contraire, mais on en ressort, une exposition culturelle, on en ressort avec le sentiment d'avoir appris quelque chose. Super, on se sent plus intelligent, c'est merveilleux. J'ai appris plein de choses, je me sens mieux, c'est fantastique. Mais avec ça, on ne crée pas une nouvelle énergie. Un art contemporain, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que l'art contemporain a souvent mauvaise presse. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Il y a plusieurs interprétations possibles. Je doute. J'ai le sentiment d'avoir une réponse un peu au bout de la langue. Ça peut être insupportable. C'est comme un film de Hitchcock qu'on aurait coupé au milieu. On connaît les 15 coupables potentiels, mais on n'est pas sûr du vrai coupable. Et on continue de réfléchir, ça crée une certaine énergie, ça crée une certaine dynamique. Ça n'apporte pas une connaissance comme ça sûre et certaine dans l'éducation telle qu'on la connaît, mais ça crée autre chose. Ça crée autre chose qui n'est pas défendable en termes conventionnels, mais qui est défendable si on pense en termes de flux et d'énergie. Alors pourquoi, je vais terminer, pourquoi un tel intérêt pour un art qui peut paraître difficile à appréhender? Premièrement, parce qu'au Palais de Tokyo et ailleurs, pour parler d'art contemporain, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, même pour parler d'art en général, on essaie de parler d'autre chose. Pourquoi? Parce que quand même, ce qui est fantastique en art, et ce qui n'est pas du tout le cas dans la science, dans les mathématiques, etc., on parle avec un langage qui a été préformaté et formaté par les gens qui s'occupent de ce monde de l'art. Comment parler du musée? On parle du musée avec un langage formaté par les gens du musée. C'est quand même extraordinaire quand on parle avec des gens qui sont en sciences, ils nous disent mais jamais on peut faire une chose pareille. On essaye au Palais de Tokyo de suivre l'exemple d'Umberto Eco. Lorsqu'un étudiant, un assistant lui demandait « je dois enseigner la sémiologie à des premières années, qu'est-ce qu'il faut que je leur dise ?» Il lui dit « parle de tout sauf de sémiologie et ils comprendront la sémiologie. » Au Palais de Tokyo, on essaie de parler de tout sauf d'art contemporain, et par la marge, ils comprendront l'art contemporain. Donc on leur parle de physique quantique, de science-fiction, de furtivité, de yodel, etc. etc. Ça, c'est une chose, tout ça pour dire, pour développer
il faut développer une identité très forte. Et pour développer une identité très forte, ça c'est une chose essentielle, on ne peut pas faire de compromis, on ne peut pas trahir le visiteur parce qu'il faut le respecter. On ne peut pas aligner les expositions après les expositions en espérant que le visiteur suive ce qu'on fait. Il faut réfléchir à un programme, et c'est ce qu'on essaye de faire en pensant au-delà de l'idée d'exposition, en penser à un programme où le visiteur qui vient à la session numéro 2, par exemple, se dit « Tiens, je peux comprendre ce qui s'est fait avant dans la première session, je peux même imaginer ce qui va venir à la troisième session. » Mettre le visiteur au sein d'un processus en train de se faire. Et puis, évidemment, la liberté qu'on a vient évidemment du fait qu'on fait de l'art contemporain avec un budget ridiculement bas. C'est un budget presque rien du tout, comparé évidemment à la culture et au prix du musée. Ça ne coûte rien, l'art contemporain. Et surtout, si l'État nous donne un peu d'argent, le Palais de Tokyo est une structure moitié privée, moitié publique. Et il faut rappeler quand même pourquoi tout d'un coup le Palais de Tokyo était une figure de proue en 2002 quand il a été créé, parce que c'était un des seuls organismes mi-privé, mi-public en France. Ça peut paraître normal ailleurs, mais en France, 100% public, c'était la norme. À partir du Palais de Tokyo, l'exemple du Palais de Tokyo, de plus en plus d'institutions se sont créées avec ce modèle public-privé, mais surtout, je dois dire, depuis qu'il y a eu la loi sur le mécénat, qui permet de défiscaliser 60% des dons, ça a complètement bouleversé le paysage artistique et culturel en France. C'était une importance capitale parce que ça a permis de sortir la France de ce carcan du tout public. Et quand on dit tout public, je pense qu'il faut réfléchir en même termes qu'un directeur d'entreprise qui a des parts ou des actionnaires. Évidemment, on sait très bien que dès que quelqu'un a 51% des parts, il a la majorité, il contrôle, et il va contrôler le contenu. Et en tant que directeur d'institution, il est essentiel d'assurer cette liberté pour les artistes et pour le public et de multiplier un maximum les parts pour que aucune de ces parts ne soit majoritaire, pour pouvoir continuer à avoir un contenu qui soit sans compromis. Voilà. Okay. Grazie. Grazie a Marc, grazie a tutti i relatori presenti e assenti. Ci saranno adesso 15 minuti di pausa per il caffè, solo 15 minuti, però il caffè è lì dietro, quindi grazie mille, grazie ancora.